Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une incroyable et folle interview avec Grégory Hanok. Il a une petite particularité, il est belge et investit en Belgique. Cette interview a pour but de vous montrer qu'avec de l'envie, de la passion et de la détermination, tout est possible. Grégory a réussi en quelques années à se bâtir un véritable empire immobilier. Il fallait que j'aille l'interviewer, il a accepté, jingle. Si vous voulez faire un parc comme le mien, avec l'ensemble des entreprises, on est sur quelque chose qui fait à peu près 25 millions. Est-ce que c'est la solution pour arriver à ce que j'ai fait? Oui. Merci de m'avoir permis de te rencontrer aujourd'hui. Avec grand plaisir. De faire une interview avec toi. On est sur Charleroi. C'est mieux qu'une interview, c'est un échange. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire bonjour à tous, j'espère que vos investissements se portent bien. Et j'espère que tout comme moi, les vôtres vont super bien. En fait, moi je m'intéresse pas de savoir s'ils vont bien eux. Ce qui m'intéresse, c'est que leurs investissements fructifient, se portent bien. Eh ben, t'as bien Et raison. donc je leur souhaite. Eh ben, aujourd'hui, on va parler de tes investissements. Yeah. T'es investisseur. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, bien sûr, Grégory, 33 ans, 2 petites filles. Alors, je ne dois pas tout dévoiler puisqu'il y a des choses qui vont venir au fur et à mesure des questions. J'ai parcouru rapidement la liste. J'investis principalement dans cette ville qui est un petit peu un ancien bassin sidérurgique. Donc, on trouve. Moi, j'ai l'habitude de te dire que c'est un petit peu comme le pays des Schtroumpfs. C'est à la fois étrange et merveilleux, mais le tout en un seul et même envoi. Donc, on va vous montrer 2-3 biens. On va vous marquer un petit peu mon histoire, mon parcours avec quelques questions retracées. Et puis, j'espère que ça va tous vous apprendre un truc et c'est ça qui sera le plus sympa. Première petite question pour toi. Ouais. Comment tu as découvert l'immobilier? Est-ce que tu t'es dit... Et le camion, c'est live, vous voyez. Voilà, c'est live. Voilà, on ne coupera pas au montage, il va rester là, vous profiterez du camion de la ville. Ok. Donc ma petite question, c'était comment tu avais découvert en fait l'immobilier? Est-ce que c'était, on va dire, un peu inné? Est-ce que ça faisait longtemps que tu t'étais intéressé à ce sujet-là? Voilà, comment tu as découvert l'immobilier? Comment tu t'es lancé? Alors je pense que comme beaucoup, c'est pas quelque chose que j'avais dans ma famille, et donc c'est pas quelque chose qui était particulièrement développé, mais j'avais quand même en moi cette fibre de faire quelque chose avec de l'argent. Je voulais en accumuler. Alors il n'y a pas de prétention dans ce que je dis, je sais que mais j'avais pas spécialement envie de vivre d'une fiche de paye à une autre fiche de paye. Aujourd'hui évidemment ça fait très tendance. Quand je suis né en 87 et que j'ai commencé à pouvoir exprimer ça, on devait être vers les années... alors il faut parler bilingue. Enfin chez nous on dit 95, chez vous ça va être 95. Voilà, ça doit être vers ces années-là que j'ai commencé à jouer au jeu avec un petit magasin avec des fruits comme les enfants. Ouais. Et donc moi je vendais les fruits etc. à mes parents et évidemment les gens qui jouaient avec moi, j'avais 10 ans. Et en fait quand j'avais plus de fruits, je les reprenais mais je rendais jamais les sous. Et donc très rapidement il a fallu ramener d'autres sous et recommander des pièces etc. pour le jeu parce que je les gardais toujours. Donc très jeune je dirais il y a eu cette volonté d'essayer de développer quelque chose, d'apporter un peu de la valeur. Évidemment des fruits en plastique c'est pas une grande valeur, mais à travers l'immobilier c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup tenté et qui était relativement clair pour moi. Ça m'a toujours plu quoi. Voilà. Est-ce que tu te souviens un petit peu donc tu as voulu te lancer dans l'immobilier, tu as acheté un premier bien j'imagine. C'est ça. Est-ce que tu t'en souviens? Écoute, ça tombe vachement bien parce qu'on dirait que ça a été orchestré mais il est là. Voilà. Incroyable hasard. Incroyable hasard, il va être là. Il y aura peut-être une petite vue en drone après pour que vous le voyez mieux ou sur l'image. Donc le premier il est là. Alors en fait ici il faut faire pas mal d'apports pour pouvoir faire justement une opération. On discutera plus tard avec les différentes opérations. Mais il faut beaucoup d'apports. Donc malheureusement, moi je suis pas né dans une famille, je vous le dis particulièrement. C'est pas ça, j'ai jamais manqué de rien. On invitait des gens au barbecue, même plus ou moins à la fin de mois, mais c'était quand même un peu chaud. Et en fait, avec l'argent que j'avais, je suis allé voir une banque, elle m'a dit ok, il faut mettre, je sais plus, mais genre 150 000 d'apport pour acheter ce projet-là. Je dis ah non, ça c'est pas possible chez moi. Moi j'avais 15 000, 20 000. Je dis ok, qu'est-ce que je peux faire avec 15 000? Je suis vraiment parti de la démarche inverse en fait, qui était de me dire avec ce que j'ai réussi à accumuler, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça que je suis arrivé là. D'accord, premier appartement donc qui se situe dans les combles, c'est bien ça? C'est ça. Okay. En fait c'est des niveaux béton mais on a... vous voyez la façade est droite, donc on est dans les combles mais des demi-combles on va dire, allez. D'accord. Et sur ce bien-là, est-ce que tu as eu des surprises ou est-ce que ce premier investissement s'est bien passé? Alors, oui et non. Si je regarde à la lumière de ce que je fais aujourd'hui, je vais répondre bien sûr que oui. Si je regarde back then, à l'époque, avec les compétences que j'avais, ce que j'ai fait, mais j'étais terrorisé et j'ai eu des tout petits problèmes comme ça qui me semblaient énormes. Et en fait, genre la douche qui fouillait, genre j'avais choisi ce bien là parmi d'autres parce que il était déjà mis en location et donc pour moi c'était une sécurisation. Je me suis dit ok, il y a déjà un locataire en place et tout ça va rouler. Et le mec quand j'arrive dans l'appartement il me dit ça tombe bien que je vous rencontre. C'est un autre camion qui repasse, ça fait partie du charme ici. On essaie vraiment de tirer la ville vers le haut, vous voyez. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Donc concrètement, le locataire il me dit ça me fait plaisir d'avoir vos coordonnées, de vous rencontrer parce qu'en fait moi je veux absolument me barrer depuis 3 mois et l'agence me donne pas vos coordonnées. D'accord. Et donc moi j'étais dévasté quoi. Et je me suis vu finir ma vie là. Voilà, avec les camions et tout.
Quoique, il faut quand même raconter pour la petite histoire que c'est intéressant. Aujourd'hui, on est en 2021, au port de 2022. Ce sera peut-être déjà en 2022 quand vous aurez cette vidéo d'ailleurs. Mais en fait, j'ai acheté ce bien en 2013. Voilà, en décembre 2013, et je l'ai acheté justement pour le projet qui est en train de se développer maintenant et pour lequel il y a tout ce bordel que vous ferez peut-être un petit peu après. Donc ça fait 7-8 ans que tu investis dans l'immobilier. 8 ans, ouais, c'est ça. Ok. Ça. Donc tu as commencé par un bien immobilier, celui-là, et maintenant tu as combien de lots, si tu veux nous en parler? Alors aujourd'hui, on va dire avec l'opération qui est en cours et qui va se terminer ici, qui sera peut-être finie quand vous verrez la vidéo, on arrivera aux alentours de 150. 150 lots 150 appartements. D'accord, 150 appartements. Enfin appartements, commerce, rez-de-chaussée, voilà. Mais pas, je compte pas les parkings ni les petits garages quoi. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres, tu as d'autres projets en ce moment? Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Là actuellement tu es sur quoi? Tu fais quoi? Donc là actuellement on travaille sur des recherches d'entreprises à acheter. Alors on a trouvé plusieurs et donc les opérations d'achat sont en cours aussi. C'est en parallèle de l'immobilier. C'est une passion entrepreneuriale je dirais. J'ai peut-être fait ce qui n'était pas le meilleur chemin, mais j'ai fait mon chemin à moi. C'est-à-dire que très souvent pour réussir dans l'immobilier, il vous faut quand même de l'apport, il faut quand même des compétences, etc. Et en fait moi ce que j'ai fait c'est que je me suis développé vraiment dans l'immobilier et j'ai vraiment essayé de me faire avec les moyens que j'avais en mettant un maximum de côté. J'ai été très frugal, je mettais le plus possible de mon salaire de côté, encore aujourd'hui. Et en fait je me suis rendu compte il y a 2 ans et demi, c'était beaucoup plus simple d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise qui fonctionnait, de faire un business qui tourne. Et puis d'utiliser cet argent pour l'investir dans l'immobilier. D'accord. Vous me direz, faut pas être Einstein, mais voilà, à l'époque, moi je le savais pas, je suis un peu plus âgé. Chez nous, 33 ans, c'est déjà presque un dinosaure. Et concrètement, en fait, moi j'ai connu un monde où il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Google. Enfin bon, voilà, ça commençait, il y avait des balbutiements, mais il n'y avait pas le succès que tu peux avoir aujourd'hui de par ta communauté, le fait que tu peux prouver ta réussite, etc. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Alors il y avait certainement des gens qui avaient 10, 15, 20 biens, mais ils n'avaient pas les moyens de communiquer ni l'envie de communiquer. Et donc j'ai pas pu apprendre les meilleures techniques dès le départ. Donc voilà, j'ai fait, ça a fonctionné. Maintenant, je travaille plutôt mon côté entrepreneurial parce que l'immobilier c'est chouette, mais au bout d'un moment, on n'en vit pas vraiment une passion non plus renouvelée chaque jour. Voilà, quand c'est en location, je fais beaucoup de locations classiques nues et donc c'est pas toujours hyper passionnant. Ça marche, ça fait des chiffres et peut-être c'est plus ça le plus important. Ok. Il fait vachement beau à Charleroi. Ouais, c'est ça. Ciel bleu, ici c'est le sud. Est-ce que là tu as des projets par exemple pour nous montrer un petit peu les immeubles que tu fais en ce moment? Ouais, donc je vais vous montrer 2 projets rapidement. Ouais. Je vais vous montrer une petite promotion. On va prendre des photos, etc. Bon, il y a des ouvriers sur le chantier, je sais pas si on saura parler. Si on sait, on le fait. Si on sait pas, on mettra des photos et on parlera dessus. Okay. Petite vue en drone aussi si on peut. Et puis on va aller voir le nouveau projet qui est en cours d'achat. Ça va venir dans les semaines qui viennent. Et ce sera certainement fait quand vous le découvrirez. Et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, vous verrez comment je suis passé d'un tout petit en 2013 à autre chose. Ok, bon super. Voilà. Bon on y va? On est parti. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on était sur ta première acquisition. Ouais. Là, on est sur l'une de tes dernières opérations en cours. C'est ça. En fait, pour être tout à fait exact, donc c'est vraiment une opération en cours. Donc, on a signé en fait c'est une option d'achat. C'est un peu comme un compromis, mais le délai est plus long parce que je sais pas ce que vous voyez à l'écran ou pas, mais voilà. Vu la bête, il me fallait un peu de temps pour boucler le financement. Il y a combien de mètres carrés? Une histoire de 2400. 2400 mètres carrés, c'est costaud. C'est costaud, c'est à mon image, voilà, c'est un peu, c'est pas trop haut, c'est assez large. Donc ouais, ça me ressemble bien. On a en dessous des caves pour tous les logements et on va mettre ici en fait tout un aménagement avec des carports. On va faire les terrasses jolies, évidemment le bâtiment va être traité évidemment et on va lui mettre un petit coup sur la tronche, probablement en gris ou blanc cassé, mais probablement gris pour que ce soit moins salissant. Ouais. En fait, j'ai même prévu de pousser un peu le vice et de demander si on ne sait pas faire un petit penthouse au-dessus.
Oh, sympa. Voilà, parce que je me dis qu'il y aurait quelque chose à gagner avec une petite terrasse en if, tu vois, avec au-dessus peut-être aussi, sinon pour pousser le vice, et je vous dis tout, on verra bien si. Je me suis demandé si on pouvait pas essayer de taper une petite centaine de panneaux solaires et miner du bitcoin, mais voilà, j'en suis pas encore tout à fait là. Sur le bitcoin oui, mais sur les panneaux solaires, voilà, on verra ce qu'on sait faire. En tout cas, au-dessus, on a une exposition qui est fantastique, puisqu'à part les avions, il y a rien. On a au total 18 appartes. Voilà, ce sont des appartes plutôt grands, plutôt sympas. On va les voir on mettra certainement quelques rushs. Mais voilà, c'était pour montrer un petit peu où j'étais commencé en 2013. Vous voyez, c'est les aléas du direct, voilà. Les avions, on en parlait. Donc de décembre 2013, premier achat, à maintenant décembre, si on peut dire, 2021, voilà. Donc c'est vraiment marrant parce qu'on voit vraiment... Il y a entre 7-8 ans, 8 ans, c'est ça? 8 ans, 8 ans, le petit studio au fond de comble, et puis là, on a... plein de petits, ça rentre même pas dans le champ, hein. Faut bien se même avec mon drone, j'ai eu du mal, donc... c'est ça. Mais c'est vraiment énorme. Se construire un patrimoine comme ça, est-ce que c'est encore... pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier, est-ce que c'est encore possible? Alors, oui, c'est encore possible, je vous assure, je vous promets, c'est faisable. Ce qu'il faut bien comprendre, par contre, j'espère que ça va pas trop de bruit de micro, mais tu capteras. Ça devrait aller, devrait aller. Sinon, je vous le déplace, vous m'excuserez, je fais comme à la maison, voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, si j'en suis arrivé à prendre des lots comme ça au départ, c'était pas le cas, je faisais des lots plus petits. Et je serais resté dans des plus petits biens parce que c'est plus facilement accessible. En Belgique, on a une possibilité d'achat, mais on a aussi des contraintes d'apport, et je pense que c'est une des questions après. Donc oui, c'est possible d'y arriver, mais par contre, si je suis monté sur des lots d'une taille pareille, c'est justement parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs, il y a de plus en plus de coachs qui donnent des conseils, des gens affreux comme nous deux. Oui. Et donc effectivement, il y a en fait vraiment une tension sur le marché. Et donc pour pouvoir avoir un prix de toxicomane de l'immobilier, un prix de grossiste, il a fallu aller dans des lots beaucoup plus gros où en fait malheureusement la plupart des gens ne savent pas aller de par l'ampleur. Ça a rénové, on est un petit peu en dessous de 3,5 millions, donc on est quand même sur quelque chose d'assez gros. Et donc du coup, il a fallu monter sur des lots plus gros pour avoir un discount de masse. Mais oui, c'est toujours possible de faire comme j'ai fait dès le départ. Petit à petit, après on arrive, on grossit et puis on arrive à acquérir ce beau petit... C'est ça. Ça demande du travail. Ça demande du travail. Ça demande beaucoup de travail. Ouais, honnêtement, ouais. Alors moi, je considère pas ça comme du travail, mais si vous demandez aux filles de l'équipe ou que vous demandez à mon épouse, elle vous dira que j'arrête pas. Moi j'ai l'impression que je me lève le matin, j'ai un peu de chance. Alors je me lève, la première demi-heure est toujours très très compliquée, donc c'est le café et tout. Dur, hein. Ouais, je comprends. Mais toi c'était fort tôt en plus. mais voilà. Après cette première demi-heure où je suis un peu bougon comme un ours, après je suis relativement content, je suis relativement heureux et en fait je m'amuse jusqu'au soir où je rentre pour récupérer mes petites filles. Donc moi je m'amuse en fait toute la journée, mais c'est probablement... je m'amuserais bien un petit peu moins d'heures par jour parfois. Est-ce que avoir un patrimoine comme ça demande de soulever des difficultés tous les jours? Ouais, toujours. Déjà, il faut comprendre, puisque on parle de 150 lots. Faut comprendre que c'est beaucoup. Ça veut dire que ça demande une infrastructure. Ça veut dire que ça demande de la gestion. Ça demande. On a un Philippe qui tourne à temps plein, rien que pour évacuer les crasses, les saloperies, refaire les. Donc il y a des ouvriers qui travaillent à temps plein, juste pour entretenir, mais alors aussi pour rénover, parce que des bazars pareils à rénover. Bon, on verra peut-être 2-3 choses de l'intérieur. Celui-ci, ça va encore, honnêtement. Il y a une procédure judiciaire, mais ça va encore. Mais parfois, il faut faire de zéro. La petite promotion que vous avez vue juste avant, là, ça prend du temps en fait. Et donc, il faut des équipes complètes, il faut des artisans de tous les corps de métier. Et ça met 1 an et demi selon l'ampleur du projet. Donc, déjà, il faut gérer ces gens-là. Il faut gérer le planning du chantier. Il faut gérer le budget du chantier. C'est quand même un point important. Il faut essayer de gérer son stress. Le café, en plus, c'est un peu irritant pour le tube digestif. Donc, il faut éviter d'en prendre de trop. Faut prendre du thé comme moi. Faut prendre du thé, voilà. Je me suis mis un thé relaxant avec une cigogne et tout. Ça a l'air sympa. Donc, tout ça, évidemment, c'est des tas de problèmes. Je dirais que pour moi, un des secrets, c'est d'avoir des bons partenaires, en fait, simplement. Partenaires dans la vie, mais aussi partenaires financiers, partenaires juridiques. Et peut-être, moi, je ne l'ai pas fait assez tôt de me faire entourer correctement. J'ai voulu faire beaucoup tout seul. Parce que quand je le faisais tout seul, sans trop de prétention, quoique, c'était bien fait. Et en fait, j'aurais peut-être dû un peu plus tôt développer une équipe, etc. Puisque là, on a passé une sorte de zone de congestion. Alors, je sais pas si tu as beaucoup de gens qui nous suivent en Champagne, mais j'ai vraiment des fois l'impression d'être au moment où on éjecte ce gaz carbonique là, dans le glaçon, là, vous voyez, et puis avant, on refait la poigne du sucre. J'ai vraiment l'impression que j'ai été fort dans cette partie de congestion. Et peut-être que j'aurais pu vivre ça autrement et plus cool si j'avais fait une équipe avant. C'est compliqué de déléguer à un moment. On est obligé de déléguer quand on veut commencer à avoir un gros patrimoine. Toi, pour toi, ça a été compliqué de déléguer En fait, j'ai délégué beaucoup trop tard. Ouais. C'est-à-dire que du coup, quand je me suis retrouvé à déléguer, j'ai été voir par exemple des agences, etc. pour donner en gestion les biens, mais il fallait donner 80 appartes. Et en fait, à un moment, je dirigeais un peu ma pirogue, mais sans me m'être rendu compte que j'avais un truc, je vais pas prendre le Titanic parce qu'il a coulé, mais j'avais un gros paquebot, quoi.
Et donc c'était compliqué, et c'est beaucoup plus long pour faire des ajustements. Et donc aujourd'hui, avec la taille du parc, simplement, si je dis tiens, par exemple, je veux gérer en interne, je veux plus gérer avec une société externe, il faut prendre une personne. En fait, pour gérer 150 apparts, ça ira peut-être pas, il en faudra peut-être 2. Donc il faut prendre 2 personnes, les gérer, les mettre dans la structure, faire en sorte qu'elles soient formées, et puis commencer à transférer les apparts. Mais ça va mettre des années en fait. Et donc déléguer peut-être plus tôt. Le truc c'est qu'en déléguant, je perds de la marge. Et donc forcément, je préférais faire tout seul. Et toi, sur tes modèles d'investissement, tu fais quoi exactement? Est-ce que tu J'achète dégueulasse. Ouais. J'achète dégueulasse, des grands lots, et puis après je les rénove, je les mets en location. Colocation, courte durée, etc. Qu'est-ce que tu fais? Classique, simple, okay. Pas m'appeler, pas m'emmerder. Voilà. Alors j'ai 1 ou 2 Airbnb, j'ai testé 1 ou 2 colocations que j'ai revendues, mais pas à cause de la colocation, juste parce que voilà, j'ai eu l'occasion de les revendre. J'ai des petits studios aussi, voilà, mais je meuble le moins possible, je fais tourner. En fait, c'est pas rentable ce que je fais. Ouais. Concrètement, je dois être honnête, c'est pas rentable. C'est de la création de patrimoine, et puis on multiplie, on n'a pas de problème, on peut continuer à partir sur d'autres opérations parce qu'on n'a pas ces gènes. Et puis, en fait, c'est vraiment ça, c'est sur la masse quoi. Et donc, vous imaginez un patrimoine, si vous avez 100 000 €, l'inflation fait, je sais pas, 2%, 3%. Ça dépend de la zone où vous êtes par an. Bon, ça fait beaucoup plus avec le Covid, mais ok. 2-3% par an, du coup, vous avez gagné 2 000, 3 000 €. Vous avez l'amortissement de la banque qui se fait aussi. Sur 100 000 € de crédit, je sais pas ce que ça fait, moi, 500 € de mensualité. Vous avez peut-être 200 € d'intérêt, 300 à peu près de capital. Ces 300 €, ça fait quand même 300 x 12 par an. Donc vous faites les calculs, tout ensemble, on fait 5-6 000 € par tranche de 100 000. C'est quand même pas mal, c'est costaud quoi. Et donc du coup, on évolue comme ça, plus évidemment plus-value avec les travaux, plus bonne affaire à l'achat et j'en passe. Et donc du coup, step by step, on augmente et puis vous multipliez quoi. Sur 100 000, sur 200 000, sur 1 million, sur 5 millions, sur 10 millions, sur 15 millions. Et c'est comme ça que finalement j'ai de la marge. En fait, j'ai un peu comme un supermarché de l'immobilier quoi. Ouais, c'est ça. Un Aldi ou Lidl, et donc avec les volumes, ça finit par faire quand même un peu d'argent, mais il y a des tas de façons d'exploiter tes biens que je n'utilise pas. Par exemple, ce que toi tu fais en Airbnb, etc. C'est des choses qui rapportent beaucoup plus et que je vous invite peut-être à faire dans vos premiers biens. Tu parlais de colocation, tu parlais de co-living, etc. Des boosters, on va dire, de rentabilité. Mais vraiment, faites-le dans les premiers biens parce que ça va vous catapulter. Papy, quand il a commencé, du haut de ses 33 ans, c'était des trucs qui n'étaient pas très tendance dans les villes que j'avais sélectionnées. Mais à refaire aujourd'hui, je le ferais comme ça, vraiment. De capitaliser, d'aller plus vite, de l'argent pour c'est ça. Partir sur d'autres projets. Exact. Là, voilà. Et aujourd'hui, je le fais en classique nu tranquille parce qu'avec la masse, si je me mets à faire 150 colocations, je vais vite me retrouver à l'asile quoi. Je vais te poser une question, on la pose tout le temps. Je pense que tu vas répondre comme tout le monde, mais je la pose quand même. Comment on trouve une bonne affaire? Comment tu sais déceler une bonne affaire? Alors moi, c'est vraiment quand j'ouvre la porte, il faut que ça pue. C'est vraiment quand j'ouvre la porte, il faut que ça sente la bonne affaire. Voilà, moi c'est vraiment comme ça. Je sens que ça pue, qu'il y a le cadavre. Si possible, les murs sont en train de tomber. Là, je sens que je suis sur un produit premium. Je sais pas si c'est ce que tout le monde répond, mais du top pour toi. Voilà. En général, ouais. Et c'est 90% des biens que tu achètes? Malheureusement, mais heureusement. Alors ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'incertitude, beaucoup de prise de risque, parce qu'il ne faut pas se voler la face, c'est beaucoup de prise de risque d'acheter quelque chose qui est à rénover par rapport à quelque chose qui est déjà rénové. Mais oui, voilà, si vous achetez quelque chose qui est déjà rénové, malheureusement, quelqu'un aurait eu la marge avant vous, quoi. Ce qui sort généralement, c'est déjà les biens à travaux, et puis après, c'est le réseau, quoi. C'est le réseau qui appelle. Et... Enfin, je sais pas si toi... tu l'as vu tantôt, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Ah, j'ai une bonne affaire, rappelle-moi ». Donc, on a été catapulté en voiture. Après, c'est ça. mais c'est ce qui se passe et oui, voilà. Alors après, je dirais que si vous voulez aller loin et faire un grand parc, je vous inviterai à tenir compte d'une sorte d'équilibre entre, je vais schématiser, entre j'achète dégueulasse avec beaucoup de travaux et j'achète plus ou moins en ordre. Parce que trop de travaux, vous allez vous retrouver un peu comme les camions de chantier dans la boue, vous allez vous retrouver embourbé. Il y a un moment, ça va plus avancer, ça va être trop long. Et puis ça peut être compliqué aussi dès le début de se lancer dans des gros travaux. Et puis la banque, elle va pas toujours suivre parce que vous avez 2 projets en cours, au bout d'un moment, il n'y a plus de capacité, quoi. Donc faites-le progressivement et peut-être trouver un équilibre meilleur que celui que j'ai fait. Peut-être un petit peu moins de travaux parfois, ou alterner un bien avec beaucoup de travaux, un bien qui tourne déjà, voilà, ou à rafraîchir. On va revenir un petit peu sur ton parcours, etc. En fait, à quel moment tu t'es dit que l'immobilier c'était la solution Je sais toujours pas vraiment si ça l'est, donc. Mais tu continues. Ouais, c'est ça en fait. Dans le doute, je continue. Vous savez, c'est les cryptos, est-ce que ça va continuer? Je sais pas, dans le doute, j'en prends un peu quoi. Ouais. Voilà, non, concrètement, l'immobilier, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Est-ce que c'est la solution? En fait, ça dépend d'où vous voulez aller. Si vous voulez faire un parc comme le mien, avec l'ensemble des entreprises, on est sur quelque chose qui fait à peu près 25 millions. Est-ce que c'est la solution? Pour arriver à ce que j'ai fait, oui. Si c'est pour devenir comme, comme Warren Buffett, si c'est pour faire le nouveau Facebook, non, c'est pas la solution. À ce moment-là, monter une entreprise. Par contre, si vous voulez pas de résultat du tout, alors ne faites rien. Voilà, donc je dirais que ça peut être une solution pour monsieur et madame tout le monde qui veut développer un patrimoine. Et puis aussi pour ceux qui veulent être un peu plus hardcore et qui veulent acheter plusieurs biens et avancer. C'est une solution que je trouve relativement stable, relativement facile à mettre en place quelque part.
Il y a une technicité, il y a des astuces, mais c'est faisable, c'est accessible à tout le monde. Enfin, vous êtes probablement pas moins malin que moi, ou vous êtes peut-être un peu plus svelte, je vous le souhaite, mais à part ça, voilà, il n'y a pas tellement de différence, et tout ce que j'ai fait, bah voilà, tout ce que tu fais, ils peuvent le faire aussi, tout le monde peut y arriver, je pense, donc voilà, c'est un bon vecteur, et puis si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, avoir de l'immobilier, c'est bien aussi, parce qu'après, vous avez des belles garanties à donner aux banques, et donc vous allez pouvoir faire d'autres projets facilement derrière. Ouais, se mettre vraiment essayer de se mettre sur tous les piliers, bourse, immobilier, entrepreneuriat. C'est ça. De toute façon, c'est les 3 piliers d'enrichissement, si Oui, on c'est veut, ça, c'est ça. avancer et développer son patrimoine. Moi, tout ce que j'ai en placement financier est mis en nantissement pour développer, donc... Quelle est la qualité que doit avoir un bon investisseur? Pour toi, la qualité, on va dire la première qualité. Ouais. C'est compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup de choses. Ouais, mais je vais dire la ténacité. Je pense que ce qui est le plus important, c'est qu'à un moment, voilà, il faut être tenace. Alors tenace, ça ne veut pas dire que vous devez essayer de striker les autres et de tirer toujours la couette vers vous, mais ça veut juste dire que voilà, vous avez défini une stratégie, vous avez défini une façon de faire, une façon de travailler, vous avez défini une ligne de conduite, que ce soit avec les banquiers, avec le comptable, avec vos locataires, il faut tenir votre ligne de conduite. C'est pas pour ça qu'on l'adapte pas, mais vous la tenez. Un exemple, je vais pas, si j'ai trouvé un excellent partenaire comptable, je vais pas tout balancer par terre parce que j'ai trouvé un nouveau comptable qui va me faire 200 € de moins à l'année. Voilà, je vais être tenace, je vais partir dans la personne que j'ai sélectionnée. Faut-il avoir un moral, ça revient un petit peu à ce que tu as dit, un moral d'acier en tant qu'investisseur, comme tu disais, un petit peu de tenir une ligne de conduite? Ouais, je pense qu'il faut tenir une ligne de conduite. Après, il faut s'adapter, il faut comprendre que tout ce qui a marché hier marche peut-être encore aujourd'hui, mais peut-être plus aussi bien. Pour autant, il ne faut pas avoir peur du changement. Je pense que voilà, je fais des choses aujourd'hui, elles marcheront peut-être plus dans 15 ans, mais elles marchent aujourd'hui. Et je me dis pas, tiens, si dans 15 ans, les prix de l'immobilier s'effondrent. Ouais. Je me dis, je trouverai une solution. D'accord. Toujours trouver une solution. Je pense. C'est la base de l'entrepreneuriat pour moi, c'est ça, chaque problème a une ou des solutions. En fait, vous êtes payé pour avoir des problèmes. Quand vous êtes locataire, vous êtes là, vous avez un problème, vous appelez votre propriétaire. Donc forcément, quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes propriétaire, vous êtes payé pour recevoir des problèmes et les régler. Exactement. Petite question, il y en a plein qui doivent peut-être se dire, mais comment il a commencé l'immobilier, comment il s'est formé, comment en fait tu as eu ces connaissances pour te lancer dans l'immobilier, et comment tu continues à développer ces connaissances, hein, parce que demain, quand tu pars sur des projets comme ça, j'imagine que c'est pas comme le premier petit studio que tu as pu acheter. Non. Donc comment tu as fait pour développer tes compétences et comment tu continues à les développer? Bah écoute Charles, t'es face à un grand autodidacte. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure des rencontres avec des professionnels en la matière. Un mec qui plaçait une chaudière, il m'a parlé un peu de la chaudière, un électricien m'a parlé un peu d'électricité, un gars qui venait réparer, X ou Y chose m'a parlé, j'ai parlé avec les notaires, j'ai parlé avec les avocats, j'ai parlé avec plein de gens et je continue en fait à apprendre même dans d'autres domaines. Donc je pense que c'est vraiment autodidacte, mais au fur et à mesure des rencontres. J'ai pas acheté un bouquin miracle ou loin de là, surtout que vous l'avez compris, je suis belge, en Belgique, on n'a malheureusement pas beaucoup d'œuvres sur ce sujet. On a un ou deux bouquins, c'est vrai, mais pas de là avoir une technicité qui est utile pour développer le genre de parc qu'on a aujourd'hui. Mais je pense qu'en plus, c'est pas les astuces qui comptent. Ce qui compte, c'est vraiment les rencontres et c'est, je pense, ce qu'on illustre ici et ce qu'on vous donne. Et parfois, le simple fait de vous dire, ok, mais si Greg l'a fait, en fait, peut-être moi aussi, je peux y arriver. Je pense que déjà, rien que ça va déjà beaucoup aider, en fait. Petite question. Ouais. Est-ce que tu penses t'arrêter un jour? Alors, moi, quand je vois ça, je pense que non. Hein. C'est vrai. Moi, je pense que je ralentis, mais non, peut-être que non. Alors, la réponse est évidemment oui et non. C'est-à-dire que oui, je vais très probablement calmer et diminuer mon ratio d'investissement, mais j'ai aucune envie de dépenser de l'argent en tant que tel. Ça m'apporte très très peu de confort et de plaisir. Alors oui, j'aime bien un bon resto, ça se voit. Oui, j'aime bien dormir à l'hôtel. Je vais de temps en temps m'acheter un petit plaisir et tout, mais j'ai pas une envie de claquer 50, 100 000 € par mois. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. J'ai aussi la chance d'avoir 2 petites filles et je pense que tant qu'elles sont là, qu'elles sont petites, etc., je dois me consacrer à elles, leur éducation et donc ça me maintient, si tu veux, sur un certain rythme de vie qui est proche finalement de monsieur et madame tout le monde. Voilà, j'ai tendance à rentrer tous les soirs plus ou moins au même endroit que j'appelle ma maison, etc. Donc j'ai pas une vie complètement délurée. Je dirais que donc oui, je vais calmer le jeu, je vais partir surtout sur d'autres produits. C'est pour ça que je dis non aussi. Et donc je t'en avais touché un petit mot, probablement que la suite logique à un moment, c'est de faire plus que du neuf. C'est beaucoup moins rentable, c'est pas terrible au niveau taxation, mais je pense que c'est tranquille. Voilà, j'achète un truc, je rase, je refais du nouveau. Et en fait, ça deviendra vraiment simplement un endroit où je vais placer mon argent, tout simplement. Et je vais plus chercher à faire une rentabilité avec. C'est vraiment de l'entrepreneuriat, j'invente 50, 100 000 de côté. Je vais les placer dans un truc neuf, tranquille, et voilà, je vais garder en location. Okay. Ce sera vraiment un rempart contre l'inflation plus qu'autre chose. Et si tu avais, déjà tu en as déjà donné pas mal, mais 2-3 conseils pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'immobilier, Alors, je pense qu'il ne faut pas écouter un millionnaire. Je veux pas dire par là qu'on n'est pas... cette vidéo.
Vous arrêtez tout. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et vous abonner à la chaîne YouTube de Grégory Voilà. Haddock. Ouais, moi, je suis multimillionnaire, donc ça passera mieux. Blague à part, vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Mais non, je veux dire par là qu'on a une nature, une appréhension au risque qui est beaucoup moindre que celle de la plupart des gens. On a une appétence à la rentabilité. On ose aller sur des supports d'investissement parfois complètement fous. Et peut-être qu'aujourd'hui, si vous vivez et vous faites ce que moi je fais aujourd'hui ou ce que Charles fait aujourd'hui, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes résultats que ceux qu'on a eus. Et je dirais qu'il faut vraiment commencer peut-être plutôt humble, essayer d'être très frugal, pas dépenser son argent tout de suite dans des conneries, etc. Je donnais cet exemple en conférence week-end et c'est vraiment de se dire, ok, on s'achète une petite chemise, je sais pas si on peut citer des marques sur ta chaîne, mais peu importe, Ralph Lauren ou n'importe quoi, Boss, vous achetez un bazar à 150 balles et en fait vous dites, ouais, c'est que 150 €. Bah c'est vrai, mais c'est aussi peut-être 2 ou 3 jours de travail pour vous. Et du coup, est-ce que c'est vraiment malin d'aller travailler 2 ou 3 jours juste pour se payer ça? Moi, je pense que non. Donc du coup, c'est ça que je veux dire par ne suivez pas des millionnaires. C'est juste, vivez pas comme nous on fait aujourd'hui et tout ce qu'on fait. Il y a des techniques qui sont très bonnes, mais appliquez-les quand même avec votre canevas de risque et votre carte mentale, si je puis dire ça comme ça. Bon, je pense que c'est venu le moment de parler un petit peu de la différence entre l'investissement en France et l'investissement en Belgique. C'est ça. Il y a quand même quelques différences au niveau des banques, du financement, etc. Et puis on va faire ça à l'intérieur dans un appart. Voilà, on va voir quelque chose. Comme ça on peut voir un petit peu le projet de Grégory. Allez, qui est déjà très beau, vous allez le voir. Ouais, allez, c'est parti.